Bonjour, dans mes moments médiation, je vais vous parler aujourd'hui de la place de l'avocat en médiation. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Chantal Jamet, je suis avocate honoraire, c'est-à-dire à la retraite, médiateur près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, agréée auprès de la Fédération française des centres de médiation et du Centre national de médiation des avocats. Je suis également formatrice certifiée Calliope. En effet, l'avocat a bien sa place en médiation, mais laquelle? Et comment doit-il s'y tenir? Les rôles de l'avocat en médiation sont multiples. Cela commence avant la médiation, où il doit préparer son client. D'abord en vérifiant la nécessité ou pas d'une procédure d'urgence à entamer avant tout mode amiable. Ensuite, il propose un mode amiable en fonction du litige qui lui est soumis. Il explique ce qu'est la médiation et bien entendu, il conseille toujours son client au plus près des intérêts de celui-ci. La place de l'avocat en médiation est un peu différente de celle qu'il a l'habitude de tenir. Il est davantage un conseil et presque exclusivement un conseil. Ce sont les participants, ses clients, qui sont mis en avant et qui trouveront par eux-mêmes, avec son aide, l'aide d'un médiateur, au cours d'entretiens confidentiels, un moyen et une solution de régler leurs problèmes. Attention, la médiation n'est pas à confondre avec tous les modes de résolution de problèmes, surtout pas avec la conciliation qui est totalement différente, ce sur quoi je reviendrai ultérieurement. La médiation a plusieurs utilités. Elle permet de recréer, de créer du lien entre des personnes, de prévenir, de régler un conflit. Elle permet même aussi d'envisager un projet entre des équipes ou entre des entreprises en mettant au point le processus nécessaire pour arriver à faire en sorte que les équipes puissent bien travailler ensemble. Mais le conflit, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un mot qui vient du latin confligere, qui signifie combattre avec et non pas contre. On ne se bat pas contre quelqu'un. Le conflit, c'est se battre avec lui. Se battre avec lui, ça signifie qu'il est potentiellement positif et qu'il porte en lui la possibilité de nouvelles solutions et une ouverture au changement. En France, la médiation intervient à peu près dans tous les domaines. Je vous les ai énumérés là. Sachez que ce qu'on appelle médiation pénale est en fait un rappel à la loi et c'est à peu près le seul plan sur lequel la médiation ne puisse pas intervenir et notamment également en matière familiale quand il y a soupçon de coups et blessures ou de dangerosité qui interdit la médiation en France. La médiation peut être proposée par un juge ou décidée librement par les participants. Elle est un processus volontariste, on y entre et on en sort comme et quand on veut. Quels en sont les participants? Alors les participants eux-mêmes, c'est-à-dire ce que, en tant qu'avocat, on appelle les parties. Le médiateur, bien évidemment, qui est le tiers neutre, indépendant et impartial qui intervient dans la médiation et qui mène la médiation. Les avocats ou les conseils, les tiers d'une façon générale, qui sont aussi les experts, qui peuvent intervenir en cours de médiation, qui peuvent être des sachants, qui peuvent aussi intervenir dans la médiation, ou même d'autres personnes qui interfèrent dans le conflit ou dans le problème et qu'il sera nécessaire de faire intervenir ou d'entendre pendant la médiation. Enfin, le dernier acteur et le non des moindres, c'est le processus. Comme vous pouvez le voir sur le dessin que j'ai fait à partir du cercle de Fiotak et que j'ai levé en une spirale double inversée, le processus de médiation est fait de diverses étapes. Les préparations en sont l'essence même et parfois peuvent déterminer si la médiation sera réussie ou pas. Ensuite, vous avez la phase du quoi, c'est-à-dire quel est le problème, où chacun va exprimer la façon dont il a vécu le problème, dont il l'a ressenti, le pourquoi, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait que les positions de chacun sont déterminées de cette façon-là. La reconnaissance réciproque qui est le moment où chacun des participants à la médiation va réaliser et comprendre que l'autre peut avoir une vision, un ressenti différent des siens. Nous sommes tous différents. Le «et si» qui est la seconde phase qui débute et qui poursuivra avec le «comment», où l'on envisage l'avenir
et on envisage comment on fait les solutions, on choisit des solutions et on envisage la façon dont elles peuvent s'exécuter de façon valide et pérenne. La médiation répond à des principes et des règles. Les règles sont essentiellement son aspect volontariste. Elle peut être proposée par le client lui-même. À ce moment-là, on parlera de médiation conventionnelle. Elle peut être proposée par un juge. On parlera de médiation judiciaire. Et elle peut être proposée par un tiers, auquel cas elle est encore une voie conventionnelle. Elle est bien entendu encadrée, sans être étouffée par des textes législatifs. Elle peut cependant être rendue obligatoire par la loi, ce qui devient de plus en plus fréquent. Elle présente des règles et des particularités, à savoir que elle ne suit pas obligatoirement la loi, mais par contre, elle doit suivre obligatoirement la règle d'ordre public. Elle ne suit pas non plus le principe du contradictoire et se pratique dans le respect d'un code de déontologie qui en rappelle tous les principes. Souvenez-vous tout de même aussi que la médiation peut se faire à tout moment, que ce soit avant le procès, de façon conventionnelle, pendant le procès et après le procès, à nouveau de façon conventionnelle. Elle peut également être préventive, mais ça je vous en parlerai une autre fois. La médiation a ses outils et ses techniques. Ces outils que sont l'écoute et une écoute que l'on appelle active et pleine. Cette écoute, je l'ai imagée par un sinogramme, le mot chinois écoute, qui est imagé avec l'oreille, les yeux, la personne en elle-même, une attention soutenue et le cœur, tout un programme. Le questionnement, qui est un questionnement qui doit être fait avec tact, avec doigté et surtout avec beaucoup de respect. Nous avons affaire à des êtres humains et nous devons faire attention à la façon dont nous œuvrons avec eux. La reformulation, qui est un travail indispensable du médiateur, qui consiste à répéter les mots des personnes qui viennent de parler, qui viennent de s'exprimer, de façon à vérifier que l'on a bien compris, que surtout eux ont bien voulu dire ce qu'ils ont émis et que les autres participants à la médiation ont bien entendu et compris ce qui vient d'être dit. La vérification, la validation, qui sont aussi d'autres techniques, à ajouter à la négociation raisonnée et au brainstorming que vous devez déjà connaître en tant qu'avocat. La négociation raisonnée consistante à se saisir du problème dans sa réalité et à l'objectiver en travaillant sa mésore, sa pisore avec le client, à savoir la meilleure solution de rechange et la pire solution de rechange. Enfin, le brainstorming, qui est lui aussi fait partie essentiellement de la deuxième partie de la médiation, après la reconnaissance réciproque, à savoir le «et-si» et le «comment», qui consiste à faire en sorte de stimuler la créativité des participants pour qu'ils imaginent un maximum de solutions possibles à leurs problèmes. Le médiateur et même l'avocat doivent être capables de différencier les positions des ressentis, des besoins, des intérêts et des valeurs. La position, c'est je fais comme ça et pas autrement. Et ce sera comme ça et pas autrement. Le ressenti, c'est la façon dont la personne a vécu les choses. Les besoins, et c'est ça qu'il faut rechercher au départ avec les ressentis, sont les plus importants à déterminer, à savoir quels sont les véritables besoins qui se cachent derrière les positions du client. Quels sont ses véritables intérêts? C'est à vous aussi de lui faire comprendre quels sont ses intérêts véritables derrière ces mêmes positions. Enfin, il pourra aussi envisager de vous expliquer quelles sont ses valeurs, mais ça, généralement, ce sont des choses qu'il n'aborde guère que devant le médiateur. La médiation, c'est en effet mieux s'écouter pour mieux s'entendre. Les bénéfices de la médiation sont multiples, autant pour le client que pour l'avocat. Pour le client, ça lui permet de trouver des solutions et d'agrandir le gâteau, c'est-à-dire de trouver des solutions auxquelles il n'aurait même pas pensé. La médiation coûte beaucoup moins cher et plus rapide qu'un procès. Elle permet de poursuivre des relations ou de se quitter dans de bonnes conditions. Et pour l'avocat aussi, les bénéfices sont importants. C'est non seulement un outil supplémentaire, c'est une autre façon d'exercer son métier et c'est une source de revenus non négligeable. Ce d'autant que la médiation est devenue incontournable et tend à le devenir de plus en plus. L'avocat a aussi un rôle très important pendant la médiation. D'abord,
en faisant en sorte, entre chaque rendez-vous de médiation, de faire l'état de la situation et des avancées qui ont eu lieu en médiation, en ajustant les possibilités de proposition de son client, en recherchant avec lui quelle est sa mésore, sa pisore, c'est-à-dire sa meilleure solution de rechange ou sa pire solution de rechange, et en vérifiant aussi que son client est toujours en état de suivre la médiation, car la médiation demande énormément d'attention, énormément d'efforts et peut être fatigante. La place de l'avocat, le positionnement de l'avocat en médiation est très particulier à la médiation. Physiquement, l'avocat est en retrait, c'est-à-dire, comme le montre cette image, légèrement en arrière de son client, ou en tout cas, il n'a pas la première place. Il ne plaide pas et seuls ses clients ou son client parlent. Il est toujours là cependant pour soutenir son client, le conseiller, voire le rassurer. Et je rappelle, attention, en médiation, nous ne sommes pas en procédure, il n'y a pas de principe du contradictoire et seule la règle d'ordre public s'impose en médiation. Le rôle de l'avocat est d'autant plus important à la fin de la médiation. Dans ce que j'appelais tout à l'heure la seconde partie de la médiation, le «et si on envisageait l'avenir et comment on fait», il a une place très importante puisqu'il doit aider son client, comme je vous l'ai expliqué précédemment. À la fin de la médiation proprement dit, l'avocat doit vérifier que son client a bien compris ce à quoi il s'est engagé dans les accords qu'il a acceptés. Il rédige avec son confrère, le confrère de son contradicteur, le protocole d'accord de médiation. Il est en cela toujours le gardien du droit de la loi. Si les clients en ont manifesté le besoin, il traitera de la demande d'homologation des accords, si besoin était. Il peut aussi faire un acte d'avocat tout simplement et le faire enregistrer par le greffe. Enfin, il suit la mise en place effective des accords. Pour un avocat qui se veut à la pointe de son métier, la médiation, comme tous les autres modes amiables, est devenue incontournable. Devenir médiateur ou avocat accompagnant en médiation, c'est comme tout, cela s'apprend. Pour ça, il y a des formations de base à la médiation, à la négociation, qui sont un minimum indispensable, qui d'ailleurs va certainement devenir obligatoire au regard de ce que nous a dit le ministre de la Justice. Pour devenir avocat accompagnant en médiation ou pour devenir avocat et médiateur, il faut suivre différentes formations. La formation minimum est celle de base, qui consiste en 5 modules de 7 heures, avec différentes petites épreuves pour obtenir une attestation de formation. Il faudra ensuite continuer avec la formation continue de 20 heures obligatoires par an, qui donne lieu à des analyses de pratique pour les personnes qui font des médiations ou qui assistent à des médiations, qui accompagnent en médiation, des supervisions pour les médiateurs et des formations d'approfondissement ou de perfectionnement qui sont les modules qui sont suivis quand on veut devenir médiateur à titre plein et obtenir un certificat de médiateur. Je vous propose des formations sur mon site internet indiqué là. J'espère que cette rapide présentation vous aura fait comprendre le rôle central de l'avocat en médiation. Une petite note supplémentaire, sachez qu'une médiation réussit généralement entre 70 à 80. Quand elle est accompagnée par un avocat, elle est réussie à 80 à 90. J'espère que tout cela vous incitera à vous former pour être un excellent accompagnant en médiation, voire un médiateur. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.